Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement une autre histoire et nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du territoire du lac du Bourget et de Chambéry, bien sûr. Cette radio locale de proximité que vous entendez sur un territoire qui va des portes d'Annecy à Montmélian, territoire de 200 000 habitants. Et merci à toutes et à tous d'être de plus en plus fidèles à nos programmes et à notre radio. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes là avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Eh ben très bien, impeccable. Il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Les oiseaux chantent encore à la Motte-Servolex ou à Chelles-les-Eaux ? Oui, toute l'année de toute façon. Bon, tout à fait. Eh ben, sois le bienvenu. Donc c'est une nouvelle émission de ta part, de notre historien en chef Julien, qui va nous parler aujourd'hui, après nous avoir parlé d'événements historiques et puis le mois dernier de nous avoir parlé de Star Wars, de cinéma et de la science-fiction. Aujourd'hui, on va parler peinture, on reste dans l'histoire de l'art avec le radeau de la Méduse, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et plus particulièrement de son peintre Théodore Géricault, ouais, dont on fête les 220 ans de la naissance ce mois-ci. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite. Le radeau de la Méduse, œuvre majeure de Théodore Géricault, 1791-1824. Julien, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Pour ce rendez-vous, on va dire maintenant traditionnel, puisque c'est la 5e émission, dédiée à l'histoire, et puis allez, soyons un peu prétentieux, à l'histoire avec un grand H. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, le mois dernier, nous avons parlé de cinéma, et aujourd'hui, on va rester dans le domaine de l'art, puisque nous évoquerons un artiste, donc comme vous le savez, donc Théodore Géricault, né le 26 septembre 1791, il y a 230 ans. Et bien sûr, l'œuvre de sa vie, le fameux tableau, le radeau de la Méduse, même si vous ne l'avez pas vu en vrai, de toute façon, vous avez dû certainement en entendre parler. Alors, qui était Géricault ? En quoi Géricault était le symbole du mouvement romantique du 19e siècle ? Pourquoi le tableau, le radeau de la Méduse, est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art, pas seulement de l'art français, mais de l'art mondial ? Et surtout, quelle est l'histoire de cette œuvre ? Quelle histoire se cache derrière ce tableau ? On va tenter d'y répondre dans l'heure avec l'aide de Jean-Pierre, toujours aux commandes. Je suis là. Aux commandes de cette émission. Je vois qu'il s'est pas endormi, donc ça va. Pas encore. Et donc, pour commencer cette émission, donc nous sommes au début du 19e siècle, et comme on l'a pu le voir lors des émissions précédentes, notamment celle du mois de mai, que je vous invite à écouter en podcast sur les 200 ans de la mort de Napoléon, le contexte politique de la France en ce début de 19e siècle, il est pour le moins troublé, voire même compliqué. En effet, avec la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte en 1815, la France retrouve à sa tête la monarchie des Bourbons, avec comme souverain Louis XVIII, qui est le frère de Louis XVI. Le comte de Provence. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le régime de restauration. Sur le plan extérieur, la France elle est essoufflée par les guerres révolutionnaires. Donc bien sûr, elle connaît la paix à ses frontières. Et par contre, sur le plan intérieur, les difficultés, elles semblent s'accumuler. En effet, il y a une grave crise économique qui fait rage. Alors, du fait notamment des mauvaises récoltes. Vous savez que la France du 19e siècle dépend majoritairement pour vivre de son agriculture. Et des conséquences de l'invasion de la France par les troupes coalisées. Comme on a pu le voir, les troupes coalisées ennemies de Napoléon ont envahi la France et bien sûr, elles restent quelque temps sur place. Et sur le plan politique, il faut en fait, entre guillemets, solder la Révolution française, et notamment dans l'armée, et faire confiance à des officiers monarchistes, plutôt bien sûr que de bonapartistes. Et vous imaginez bien qu'après plus de 15 ans de guerre révolutionnaire et d'épopée napoléonienne, il faut faire le vide dans les rangs, mais cela n'est pas une mince affaire. Et c'est dans ce contexte qu'est nommé Hugues Duroy de Chaumareix, à la tête d'un navire qui s'appelle la Méduse et qui va remplacer François Poney, qui lui était par contre un officier bonapartiste. C'est le début de notre histoire. Et vous imaginez bien que cette nomination, elle ne fait pas du tout l'unanimité parmi les membres de l'équipage de la Méduse, loin de là. D'autant plus que le nouveau capitaine, il est là particulièrement
de fait de ses origines nobles, et il tient à son rang, à l'étiquette, et il n'écoute pas forcément les conseils des autres marins, qui sont plus jeunes, mais plus expérimentés. En effet, ce capitaine monarchiste, il a émigré en Angleterre en 1790, au début de la Révolution française, et il a participé à ce qu'on appelle l'expédition de Quiberon en 1795, qui était en fait un débarquement de monarchistes à Quiberon, et ça s'est soldé par un échec. Bref, Hugues Duroy de Chaumareix, il n'a pas navigué depuis 25 ans, et ça, les hommes d'équipage vont s'en rendre compte tout de suite. Voilà. En ce qui concerne le navire, la Méduse, alors c'est une frégate de 1080 tonnes, mise en service précisément le 26 septembre 1810, jour de l'anniversaire de Théodore Géricault. Comme quoi, l'histoire est pleine de symboles. Il s'agit d'un navire moderne, qui n'a pas eu beaucoup à subir les affres du temps ou les combats des guerres napoléoniennes, parce qu'en effet, dès sa construction, les côtes françaises étant sous blocus anglais, la Méduse n'a que rarement pris la mer, en tout cas jamais très loin des côtes. D'accord. À l'exception du commandement, on va dire, tout laisse imaginer une issue positive à une mission qui part le 17 juin 1816, et cette mission, elle prend la mer direction le Sénégal pour reprendre possession officiellement de ces terres qui ont été conquises par les Britanniques en 1809, et donc suite au traité de Vienne, qui a redessiné la carte de l'Europe, mais pas seulement, le Sénégal redevient français. Donc il faut que la France reprenne possession de ces terres. Donc cette expédition, j'ai dit à l'exception du commandement, vous comprendrez que c'est ironique parce que le commandement c'est quand même essentiel dans une expédition maritime, voilà. Et outre la Méduse, donc cette expédition de 342 hommes, elle se compose de 3 autres navires, l'Argus, l'Écho et la Loire. Donc on va dire que tout ce petit monde quitte la France le 17 juin 1816. Et dans les premiers jours, déjà premier couac, la Méduse, plus rapide, elle distance les autres navires et elle se retrouve donc toute seule, malgré les mises en garde de l'équipage. Autre problème, pour rejoindre le Sénégal, il faut longer les côtes de l'actuelle Mauritanie en prenant garde à un danger qui est très connu des navigateurs. Les navigateurs qui connaissent la zone le savent, il faut faire attention à un banc de sable qui s'appelle le banc d'Arguin. Mais Hugues Duroy de Chaumareix, il n'a aucune confiance en ses hommes, il ne les écoute pas, et l'histoire dit qu'il préfère se fier à un simple passager dénommé Rochefort, bien sûr plus politiquement proche de ses idées monarchistes. Et à l'époque, il fallait quand même pas contester les ordres d'un officier, puisqu'on peut se douter que pour un membre d'équipage, tenir tête à un officier, ça lui aurait causé au mieux le fouet et au pire la mort. Voilà. Et du fait de son inexpérience, le capitaine il pense se retrouver bien plus au sud et il perçoit pas le danger qui arrive inexorablement. En fait, il fonce vers le banc d'Arguin. Les eaux deviennent de moins en moins profondes. On fait des tests avec des cordes et voilà, on sait à peu près la profondeur de l'eau. Et l'inévitable se produit. Les eaux deviennent de plus en plus rares, mais le capitaine est droit dans ses bottes. Pour lui, le banc d'Arguin est passé, il n'y a pas de souci. Et le 2 juillet, vers 15h, l'inévitable se produit et la Méduse s'échoue. Le problème, c'est qu'elle s'échoue quand même loin des côtes, à 48 km des côtes, et seulement 6 canots de sauvetage, on va dire des chaloupes, sont disponibles. Comme quoi, voilà, l'histoire est un éternel recommencement. Exactement. Ce n'est pas le premier navire à subir des problèmes en mer avec peu de canots de sauvetage. Tu penses au Titanic ? Voilà, tout à fait. Tout n'est pas perdu, parce que le bateau est échoué, mais il est encore possible, on pense, de le désensabler quand la marée est basse. Donc vous imaginez, la marée se retire, les membres d'équipage descendent du navire et avec des pelles essayent de désensabler la Méduse. Mais après plusieurs tentatives, toutes infructueuses, le navire non seulement il peut plus naviguer, mais il commence à tanguer dangereusement. Et puisque même au moment des marées hautes, on ne peut pas reprendre la mer, il a alors décidé de rejoindre la côte et d'abandonner. Donc bien sûr, les officiers, les membres d'équipage, le personnel politique qui devait reprendre le Sénégal, eux, ils seront sur les chaloupes. Et on abandonne 152 hommes d'équipage sur un radeau de fortune, dont les malheureux vont appeler la Méduse, relié par un cordage aux 6 canots. Mais vous imaginez que du fait de la lourdeur du radeau, les embarcations, elles commencent à dériver. Elles dérivent même dangereusement, et la corde, elle cède. Alors,
Est-ce qu'elle cède ou est-ce qu'elle est volontairement coupée? Les témoignages divergent sur ce point. Et donc les 150 hommes sont livrés à eux-mêmes et les conditions de survie deviennent vite compliquées. Voilà. On imagine très bien. On peut dire que les 150 hommes, ils sont livrés à eux-mêmes, en fait ils sont entassés sur le radeau. L'eau, elle arrive au niveau des genoux, parce qu'en plus de ça, le radeau a été monté à l'envers, voilà. Et la nourriture, elle est insuffisante et on assiste très rapidement à des bagarres et même des cas de cannibalisme d'autres naufragés, du fait notamment de mutineries, où on n'hésite pas à jeter les plus faibles à la mer. Au bout de 2 nuits, il y a déjà 80 hommes qui manquent à l'appel. On peut s'interroger pourquoi autant d'hommes manquent à l'appel si rapidement. C'est qu'en fait les officiers, enfin pas les officiers, mais les militaires et les marins qui étaient présents sur le radeau ont compris que pour survivre, il va falloir faire de la place. Donc on n'a pas hésité, c'est dramatique, à jeter les hommes par-dessus bord, notamment les plus faibles ou ceux qui n'avaient pas d'utilité. Bref, faut s'imaginer que sur le radeau, c'est le chaos le plus complet et on connaît très bien, et même dans les détails, l'histoire du radeau de la Méduse, parce que les survivants ont retracé au jour le jour les fils des événements. Après 13 jours d'errance, l'Argus y retrouve le radeau, mais avec seulement 15 rescapés. On était 152 au départ, 15 à l'arrivée, qui sont assoiffés. Ils avaient seulement quelques bidons, tonneaux d'eau fraîche, enfin d'eau propre et surtout du vin. D'eau potable. Voilà, d'eau potable, mais surtout du vin. Et vous imaginez que en cas de bagarre, le vin ne fait rien pour arranger les choses ou pour apaiser les esprits. Donc après 13 jours sans nourriture, ces rescapés, ils ont plus que la peau sur les os et ils sont même parfois atteints de folie. Et d'ailleurs, sur ces 15 rescapés, il y en a 5 qui mourront avant de voir la terre ferme, signe de leur piètre état de santé. Et quel sort a été réservé pour les autres, pour ceux qui ont pu quitter la chaloupe qui ont pu quitter la Méduse sur des chaloupes? Eh ben, on va le voir après une pause musicale, Jean-Pierre. Après une pause musicale, on a trouvé un titre. Tu nous as trouvé un titre dans lequel ça parle du radeau de la Méduse, le grand Georges Brassens, Les copains d'abord. Allez, on se refait un petit classique de la chanson française. À tout de suite. À tout de suite. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Vas-y Julien, on reprend. Eh bien donc, comme on a pu le voir avant cette pause musicale, quel sort a été réservé à ceux qui ont pu quitter la Méduse sur des chaloupes? Et donc pour eux, dont le capitaine Hugues Duroy de Chaumareix, vous imaginez bien que le capitaine, contrairement à ce que l'usage maritime veut, il a quitté son navire avant les autres, voilà, donc sur une chaloupe. Et pour eux, la traversée, on va dire, même si elle a été éprouvante, elle a été plutôt tranquille. Alors certains ont débarqué sur la côte. Alors vous imaginez la Mauritanie, donc on est en plein désert, voilà, et ont lutté contre la soif et la chaleur. Et après plusieurs jours d'errance et d'attaque de tribus nomades, ils ont été repérés par un groupe de Français déguisés en bédouins, forcément. Fallait pas se faire remarquer. Et ils ont pu être ramenés à Saint-Louis du Sénégal. Et les autres, donc dont le capitaine Hugues Duroy de Chaumareix, sont arrivés à bon port après 4 jours de navigation. Et une fois arrivé à Saint-Louis du Sénégal, Hugues Duroy de Chaumareix, il envoie, vous savez, le bateau l'Argus. Mais il envoie le bateau l'Argus non pas pour récupérer les survivants qui sont sur le radeau de la Méduse, mais pour rejoindre l'épave, pour récupérer quelques rescapés qui sont restés sur place, mais surtout pour récupérer 3 barils de pièces d'or et d'argent. On voit quelle considération était donnée à la vie humaine à l'époque. Oui. Et le bilan pour la Méduse, il est terrible, pour la Méduse est terrible puisqu'il y a quand même eu plus de 150 morts. Donc bien sûr, ceux qui sont morts sur le radeau, ceux qui sont morts sur le navire de la Méduse en attendant les secours et ceux qui sont morts dans le désert, du fait notamment de l'incompétence d'un capitaine qui a été placé à la tête de la Méduse, pas grâce à ses capacités, mais seulement grâce à ses origines. En fait, vous avez sur ce seul événement le symbole des causes de la Révolution française. Le retentissement de ce naufrage, même si l'information met quand même quelques semaines à parvenir en France, il est énorme dans l'opinion publique. Et la restauration dans son ensemble par l'intermédiaire du capitaine Hugues Duroy de Chaumareix est accusée d'incompétence, de lâcheté et de négligence. En fait, c'est toute la restauration et le roi qui est attaqué. Pour essayer de ne pas faire de vagues, Hugues Duroy de Chaumareix aura droit à un procès. Il sera condamné à 3 années d'emprisonnement et privé de ses grades et titres.
On lui retirera même la Légion d'honneur. En 1819 s'ouvre un salon au Louvre, un salon de peinture et de sculpture. Pour l'époque, un salon, alors c'est pas une pièce de l'appartement, on appelait salon d'accord. des grosses expositions de peinture et de sculpture qui rassemblaient des milliers d'œuvres, en tout cas des centaines. Et il y a un jeune peintre, Théodore Géricault, qui veut faire impression en réalisant une toile aux proportions gigantesques. Et il veut rendre l'horreur des rescapés du radeau de la Méduse plus visible, plus réaliste, en fait plus choquante. Il veut marquer les esprits. Théodore Géricault, en 1815, 1816, 1818, 1819, c'est pas un inconnu. Malgré sa naissance à Rouen, c'est un provincial, dis donc. Mais un Normand. On est loin de la Provence, oui. Loin de la Provence. C'est un Normand, oui. Il a fréquenté assidûment le musée Napoléon, qui est devenu en fait le musée du Louvre, en qualité notamment de copiste. Durant son cursus à l'école des Beaux-Arts, en fait, pendant ses études, il recopiait les œuvres qui étaient au musée du Louvre. Et c'est un grand passionné par les chevaux, on le verra tout à l'heure, et il les figure dans de nombreuses toiles, souvent en action sur le champ de bataille. D'ailleurs, pour concilier politique et passion pour les chevaux, il a réalisé un portrait équestre de Joseph Bonaparte, qui était le frère de Napoléon, mais qui a été roi de Westphalie entre 1807 et 1813. Donc il a représenté Joseph Bonaparte sur un cheval, et ça a été un de ses portraits officiels. À l'occasion d'un salon organisé en 1812, il peint en 5 semaines un tableau intitulé « Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant », qui reçoit les éloges de Jacques-Louis David et la médaille d'or du concours. Jacques-Louis David, il faut qu'on en reparle, parce que c'est vraiment le peintre. C'est lui qui a peint le sacre de Napoléon. Le sacre, le serment des Horaces, le serment du jeu de paume. Enfin, c'est vraiment le peintre ultime de la période révolutionnaire, faut qu'on en parle. À partir des années 1814-1815, le contexte politique et militaire il n'est plus très glorieux pour la France. Donc Géricault, il peint encore des scènes militaires, mais plutôt des scènes de retraite militaire. Des hommes blessés et souvent, pareil, à proximité d'un cheval. Dans la France occupée par les troupes coalisées, vous imaginez que cette nostalgie de victoire militaire et même de défaite, elle n'est pas forcément bien perçue par le public. Les défaites militaires, ça rappelle pas mal de mauvais souvenirs. Et Géricault, en 1816, il part assez frais pour l'Italie, afin de trouver son inspiration dans des œuvres de la Renaissance. On va citer Michel-Ange, Titien, et notamment à Rome, bien sûr, au sein de ce qu'on appelle la Villa Médicis, qui existe toujours, qui est en fait la résidence des artistes français en Italie. Mais Géricault, il a une chance, c'est de ne pas dépendre de mécènes ou de protecteurs pour pouvoir peindre. Son père, Georges, c'était un riche magistrat, propriétaire terrien et gérant d'une manufacture de tabac, et sa maman descend d'une ancienne et riche famille normande. En fait, tout au long de sa vie, à l'exception de ces dernières années, Géricault n'avait pas besoin de vendre ses toiles pour vivre. Un luxe que peu d'artistes pouvaient se payer à l'époque. Donc Géricault, il était quand même assez aisé. Et il en profite pour peindre d'autres scènes militaires en Italie, mais aussi des portraits ou des scènes de la vie quotidienne. Après cette escale italienne d'une petite année, il revient en France en 1817 et il apprend qu'un grand salon va s'ouvrir en 1819 et il veut vraiment marquer le coup comme on a pu le voir. Et donc, nous allons revenir sur le radeau de la Méduse, ce fameux tableau. Et pour ne pas choquer la monarchie, le régime de restauration, Géricault, il n'a pas intitulé le tableau le radeau de la Méduse. Lors de cette exposition, il l'a intitulé sobrement Scène d'un naufrage. Et il n'a pas fait écho à l'histoire de la Méduse. Mais le public, il n'était pas dupe et chacun avait en tête cette tragédie. Je vous ai dit que Géricault, il souhaitait des dimensions exceptionnelles à son tableau. On va dire que là, de ce côté-là, le contrat, il est rempli, puisque en largeur, le radeau de la Méduse fait 4,91 m et en longueur 7,16 m. Vous imaginez un peu la taille impressionnante de ce tableau. Lors de son exposition au Salon de 1819, cette toile, elle fait polémique. Parmi les 1300 tableaux exposés, 208 sculptures. Enfin, vous imaginez un peu le gigantisme de l'exposition. Vous imaginez, si vous n'avez pas vu le tableau, en fait, une toile représentant des corps nus et décharnés, des cadavres, et même, scandale pour l'époque, des hommes de couleur qui sont représentés. C'était exceptionnel pour l'époque.
Géricault, il ajoute du dramatisme à cette scène, déjà horrible. En effet, vous avez une mer qui est déchaînée et à l'arrière-plan, en minuscule, mais vraiment minuscule, vous avez au loin un navire. En fait, c'est la représentation de l'espoir. Sur ce tableau, en fait, il est découpé en deux. En fait, deux pyramides, si je puis dire. La première, elle est à gauche. Elle représente la mort, l'abandon, avec plutôt le côté des cadavres, le vent qui souffle sur l'unique voile du radeau, et la mer qui est représentée en tempête. Au premier plan, vous avez même un père désabusé qui tient le cadavre de son fils dans les bras. Sur la seconde, à droite, la seconde pyramide, c'est plutôt l'espérance qui a sa place. Les hommes aperçoivent le navire qui est au loin, lèvent la main pour les plus faibles ou pour les plus vigoureux, ils agitent un vêtement. Et en fait, sur cette scène, on peut comprendre aussi, il y a une deuxième lecture, une critique ouverte de l'esclavagisme qui sera aboli en France seulement en 1848. En effet, l'homme qui est le plus mis en évidence, le plus physiquement en forme, pour appeler à l'aide le navire à l'horizon, c'est un esclave, aisément reconnaissable à sa couleur de peau. Le fait qu'il soit l'unique personnage représenté debout signifie qu'il est le seul à pouvoir aider ses camarades, en fait, le seul à pouvoir retrouver la liberté. Il est de fait le leader du groupe des survivants. Ce qui frappe ce tableau, c'est le réalisme, bien sûr. Les cadavres, ils ont été peints après des études poussées sur des vrais morts. Voilà, Géricault, il allait à la morgue. Voilà, on raconte même que il se faisait, il allait dans les hôpitaux, il voyait des personnes en pas très bonne santé. Voilà, ça a servi de modèle. Et Géricault, il a même commandé une maquette en taille réelle du véritable radeau de la Méduse pour pouvoir être le plus fidèle à la réalité. Et d'ailleurs, cette maquette du radeau de la Méduse, elle est encore visible aujourd'hui au Musée national de la marine à Rochefort. Et pour parler plus en détail de comment a été accepté et perçu le tableau par le public, on va voir ça après une petite pause musicale, Jean-Pierre. Écoute, Julien, c'est très intéressant. Vous êtes toujours en direct dans l'émission C'est une autre histoire. On parle aujourd'hui du radeau de la Méduse, l'œuvre majeure de Théodore Géricault, qui est né en 1791 et qui nous a quittés en 1824. Et là, donc, nous faisons une seconde de pause musicale. C'est parti. À tout de suite, les amis. Restez bien sur 92.1, radiograndlac.com. C'est l'émission en direct. C'est une autre histoire. L'émission, on parle histoire et culture. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Nous revivons des grands événements et nous parlons aussi d'histoire de l'art dans cette émission mensuel. Je vous rappelle qu'on se retrouve avec Julien, notre historien en chef, chaque premier vendredi du mois, de 13h à 14h, pour parler histoire et pour parler d'événements qui ont un lien avec le mois dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous parlons du radeau de la Méduse. Alors, Julien nous a parlé du bicentenaire de la disparition de Napoléon, de la campagne de France de juin 1940, du 14 juillet, bien sûr. Le mois dernier, c'était le cinéma avec Star Wars et puis la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est la peinture. C'est encore de l'art, c'est encore de la culture, puisqu'il nous parle, en fait, du tableau, des origines du tableau, le radeau de la Méduse que tout le monde connaît pour l'avoir vu au moins une fois dans les livres d'histoire à l'école, qui est l'œuvre majeure de Théodore Géricault, 1791-1824. On retrouvera Jérôme le vendredi 1er octobre. Alors c'est Julien, moi, mais c'est pas grave. J'ai dit Jérôme. Mais oui, c'est Julien. Oui, Jérôme, ça va bien, oui. Bah, ça pourrait aller aussi, Jérôme. Pourquoi Jérôme? Julien, donc on le retrouvera le 1er octobre. Mais là, nous sommes toujours en direct. Il nous parle du radeau de la Méduse et de Théodore Géricault. Julien, on t'écoute assidûment. Donc, pour revenir à notre fameux radeau de la Méduse. Parce que là, on a écouté Alain Souchon, il parlait des bleus de Matisse. Voilà, nous allons parler du radeau de la Méduse de Géricault. Donc, pour revenir à ce tableau, donc pour expliquer un peu comment ça se passait à l'époque, vous aviez des salons. Et bien sûr, pour faire connaître ces œuvres, il fallait que ces œuvres circulent, notamment en France et encore mieux en Europe. Et c'est ce qu'a décidé de faire Géricault, puisque la toile, on le verra tout à l'heure, a été décriée et peu appréciée en France. Mais par contre, elle a été très populaire à l'étranger, notamment à Londres, où on sait que 40 000 visiteurs se sont dépêchés pour approcher le tableau. En 1820, donc quelques mois après le salon de 1819, et lors d'une exposition qui a eu lieu à Londres du 10 juin au mois de décembre, à la fin de l'année.
Alors certains expliquent la différence de traitement entre le Louvre et Londres du fait des conditions d'exposition du tableau. Au Louvre, le tableau, il est, excusez le jeu de mots, noyé, c'est le cas de le dire, au milieu d'une multitude d'autres œuvres. On a vu qu'il y avait près de 1300 peintures, et placé tout en haut sur un large pan de mur du salon carré. En fait, il n'était pas forcément bien mis en évidence. Par contre, au London Museum, la toile, elle est proche du sol, et donc proche du regard du public. Il est plus facile, aisé d'admirer les détails, surtout macabres. D'ailleurs, au 19e siècle, on adore le macabre. Et ces détails, ils font sensation. D'ailleurs, on peut parler un peu d'un certain voyeurisme. Voilà, l'histoire du radeau de la Méduse ayant fait écho en France, mais dans toute l'Europe et même dans le monde. Oui. Et ben, les curieux sont venus pour un peu voir ce qu'était l'état des rescapés du radeau de la Méduse. On est vraiment dans le macabre. Géricault, il repart de Londres avec 20 000 francs en poche. Alors, c'est sûr, 20 000 francs, ça peut pas paraître aujourd'hui excessif, mais pour l'époque, c'est beaucoup. C'était énorme. Voilà. Soit bien plus que si le gouvernement français avait choisi de racheter sa toile à l'issue du salon de 1819. Parce qu'à l'époque, vous aviez des salons et bien sûr, parfois, vous aviez des acheteurs privés, mais parfois l'État achetait des tableaux. Vous imaginez bien que vu la critique du régime de restauration, c'est pas le roi qui allait racheter ce tableau. Et oui, les Anglais se sont prouvés généreux envers Géricault. On peut dire que parfois même envers les Français, même la perfide Albion peut parfois reconnaître le talent des Français quand il y en a. Pour preuve, un architecte anglais prénommé Cockerill, il a même écrit « Géricault n'a pas exposé 10 œuvres au public, mais sa réputation est grande ». Il avait en fait exposé la bonne œuvre. Voilà, c'est ça, la bonne œuvre au bon moment, c'est ça. En 1821, le tableau, il prend la direction de l'Irlande et il est exposé à Dublin. Alors, l'Irlande, c'est le Royaume-Uni, mais voilà, au moins, il va dire qu'il est toujours au Royaume-Uni, mais il change de territoire. Et là, il connaît pas forcément le même succès. En fait, il faut dire que parallèlement, au même moment, se déroulait une exposition géante à Dublin avec un énorme panorama qui a été supervisé par un rescapé de la Méduse. En fait, le thème, c'était le naufrage de la Méduse. En fait, on avait une concurrence entre une œuvre qui était même monumentale et un énorme panorama. Comme quoi, cette tragédie, il est possible d'acquérir fortune et notoriété, parce qu'il n'y a pas que Géricault qui est devenu célèbre. Il y a aussi les rescapés de la Méduse qui ont écrit et qui faisaient des conférences, déjà à l'époque ça existait, et qui ont fait comme là un panorama, qui ont supervisé un panorama géant à Dublin. Pour que la représentation d'un drame comme le radeau de la Méduse, il a été étudié, utilisé à des fins politiques, notamment par les libéraux, pour qui ce tableau symbolise en fait la dérive du peuple français gouverné, je cite, par une monarchie toute puissante. Et je vais reprendre les mots de l'historien libéral et républicain Jules Michelet, qui portait pas la monarchie et les régimes de restauration dans son cœur. Jules Michelet, il est fondamental dans l'étude de la Révolution française. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la Révolution. C'est vraiment, si vous êtes historien, il faut lire Michelet. Et donc Jules Michelet, 1798-1874, il a dit concernant le radeau de la Méduse, c'est la société tout entière qui se retrouve sur le radeau de la Méduse, ce radeau sans espoir, où elle flottait, faisant signe aux vagues, au vide, ne voyant aucun secours. Donc en fait... C'est pas très positif tout ça. Ah, pas du tout, pas du tout. Après cette tournée britannique, Géricault, bien que n'étant pas un inconnu, il revient en France, encore plus populaire, mais il arrive en France malade. Une maladie qu'il n'arrive pas à combattre, probablement une infection causée par des nombreuses chutes de cheval. Je vous ai expliqué que Géricault était un passionné de chevaux. Alors, on pense aussi qu'il aurait attrapé une maladie sexuellement transmissible. Les artistes de l'époque étaient un peu, comment dire, un peu libres, voilà, on va dire ça. Libertin. Oui, libertin, voilà. Libertin. Ses amis, témoins de ses promenades à cheval, lui prédisaient souvent une grave chute, tant il avait un tempérament impétueux et fougueux. Et ce tempérament l'engageait à chevaucher des montures les plus rapides et des montures qui n'avaient pas été encore montées. Donc vous imaginez que de toute façon, les déplacements à cheval de Géricault étaient quand même compliqués.
Et puis, comme je vous l'ai dit, d'autres médecins, ils attribuent la maladie de Géricault à une maladie vénérienne. En tout cas, il était bien malade. Il était vraiment pas bien. Mais bien que malade, Géricault, il continue à peindre. Alors, notamment une série de portraits de 10 personnes, il n'en reste plus que 5 aujourd'hui, 10 personnes, alors attendez, c'est pas très joyeux, atteintes de troubles psychiatriques suite à une commande d'un psychiatre de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Vous voyez qu'il a peint les chevaux, il a peint le radeau de la Méduse, mais aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. En août 1823, les douleurs, elles s'intensifient et il chute une nouvelle fois, mais là, très lourdement de cheval, à la rue des Martyrs à Paris. La rue des Martyrs, c'est celle qui monte à Montmartre, là-bas. C'est ça, oui. Où il y a le cabaret Michou. Voilà, et le quartier des artistes. Le quartier des artistes. Et sa colonne, qui était déjà fragile, et ben là, elle est touchée plus durement. Il reste alors alité, dans l'incapacité de bouger, et il meurt quelques mois plus tard, le 26 janvier 1824, seulement à l'âge de 32 ans. Alors Géricault, il avait un ami ultra célèbre, le peintre Eugène Delacroix. 1798-1863. Et le peintre Eugène Delacroix, il est célèbre pour un tableau, enfin pour plusieurs tableaux, mais vraiment pour un. Jean-Pierre, tu vas pouvoir nous le... La liberté guidant le peuple. Voilà, Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à les confondre. C'est vrai. On sait qu'un est de Delacroix, l'autre est de Géricault. Ce sont les deux tableaux vraiment de cette première moitié du 19e siècle. Et d'ailleurs, je crois... Si on met de côté, si on met de côté le Sacre de Napoléon, ce sont vraiment les deux tableaux que l'on connaît tous. Les deux œuvres majeures du romantisme. Et d'ailleurs, je crois, mais je parle de tête, donc je peux me tromper, qu'elles sont exposées dans la même salle au Louvre. C'est bien possible. Je suis pas sûr, mais je crois. À vérifier. Et donc, son ami, le peintre Eugène Delacroix, il a écrit dans un journal, le 30 décembre 1824, alors, Géricault meurt au mois de janvier, donc là, c'est quelques jours avant sa mort, il écrit « Il y a quelques jours, j'ai été le soir chez Géricault. Quelle triste soirée. Il est mourant, sa maigreur est affreuse. Ses cuisses sont comme mes bras, et sa tête est celle d'un vieillard mourant. Je fais des vœux bien sincères pour qu'il vive, mais je ne l'espère plus. » Et d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, nous avons quelques représentations de Géricault quand il est alité sur son lit, on va dire son lit de mort, parce que c'est là qu'il est décédé. Et vous verrez que ces représentations, elles sont vraiment affreuses. On voit vraiment le visage d'un homme qui souffre, quoi, et pourtant qui n'a que la trentaine. Après sa mort, sa dépouille, elle est transférée au cimetière du Père-Lachaise, le fameux cimetière parisien, où une sculpture du sculpteur Antoine Étex orne son tombeau. Et donc cette sculpture, elle a été financée par le fils naturel de Géricault, parce qu'il a eu une vie, on va dire, personnelle compliquée, et elle orne son tombeau depuis 1840. Et cette sculpture, en fait, elle représente le peintre, donc Géricault, allongé avec les attributs d'un peintre, donc les pinceaux, une palette de couleurs, et elle est placée au-dessus d'un bas-relief en bronze qui représente le radeau de la Méduse. Et une réplique de son tombeau est exposée au musée des Beaux-Arts de Rouen, qui était la ville natale de Géricault. En fait, on peut dire que le radeau de la Méduse reste et restera comme l'œuvre majeure de Géricault. Sa mort, très jeune, l'a empêché de produire d'autres toiles fameuses, même si on peut mettre à son crédit 144 peintures, quelques sculptures qualifiées de remarquables et des centaines de dessins. De par son style, sa courte vie et son caractère, on va dire, torturé, Géricault est considéré comme l'archétype de l'artiste romantique du 19e siècle, à l'exemple de Delacroix, ou, si on parle de littérature, de Victor Hugo. Ou de Lamartine. Ou de Lamartine, bien sûr. Les historiens de l'art estiment que le radeau de la Méduse révolutionna la peinture dite d'histoire. Mais ça, justement, cher Jean-Pierre, c'est une autre histoire. Merci Julien. Alors on a plein de questions à te poser après cet exposé remarquable sur l'histoire de l'art, sur un tableau majeur de notre patrimoine et de notre histoire, le radeau de la Méduse, la vie de Théodore Géricault. Je te propose qu'avant les questions, on fasse une petite pause musicale et on se retrouvera après pour les questions et pour clôturer cette émission. C'est une autre histoire en direct sur Radio Grand Lac. Ne quittez pas. À tout de suite. Vous êtes toujours sur le 92.1 et sur radiograndlac.com. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac.
Tu es ma merveille. Aujourd'hui, notre merveille, c'est Julien, notre ami qui est là pour C'est une autre histoire et qui nous a parlé de ce magnifique tableau, le radeau de la Méduse, l'œuvre majeure de Théodore Géricault, 1791-1824. Ça va toujours, Julien ? Ça va toujours bien, oui. Alors, tiens, on va parler un petit peu parce que tu nous as fait déjà plusieurs émissions. La prochaine fois, on se retrouve le 1er septembre. Le 1er octobre, peut-être. 1er même, octobre, oui, voilà, pardon. toi, 1er octobre, oui. Merci, Jérôme. Donc, de rien, Jean-Charles. Donc, le 1er octobre. Et tu vas nous parler de L'empereur Marc Aurèle. Ah, on va faire un grand bond dans le temps. Complètement, pour fêter les 1900 ans de sa naissance. 1900 ans, ça commence à faire. Ça commence à faire. Marc Aurèle, qui n'est pas l'empereur le plus connu, mais si vous le connaissez, vous l'avez certainement vu au cinéma dans le film Gladiator. Gladiator. Voilà, qui était un empereur conquérant et aussi un empereur philosophe. Donc on va voir. Est-ce que tu as déjà les thèmes jusqu'à la fin de l'année ou pas ? Alors, tu les... Le mois prochain, c'est donc l'empereur Marc Aurèle. Au mois de novembre, ça reste à définir, mais je sais qu'au mois de décembre, il y aura un anniversaire, entre guillemets, enfin en tout cas un événement à commémorer, c'est l'attaque de Pearl Harbor, les 80 ans de l'entrée en guerre. Le 7 décembre, voilà. Le 7 décembre 41. C'est ça. Hein, c'est ça. Eh ben écoute... un jour marqué à jamais du sceau de l'infamie. Exactement. Nous parlerons de ça en décembre. Mais là, alors, tu nous as fait un exposé très brillant, comme à chaque fois sur le radeau de la Méduse, qui fait partie des grands tableaux, des quelques grands tableaux que tout le monde connaît, que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce qu'en photo ou en illustration. Quel a été le devenir du tableau, le radeau de la Méduse ? Maintenant, on sait qu'il est au Louvre, oui. Mais quelle a été toute son histoire après le départ de Géricault ? Tout son parcours. Donc, comme tu viens de le dire, Jean-Pierre... Géricault qui jouait très bien, paraît-il, de la trompette, au fait. Ah, peut-être. Ah bah oui, les trompettes de Géricault. Ah oui, effectivement. Il fallait la faire, celle-là. Bravo, effectivement. Donc, aujourd'hui, le radeau de la Méduse est exposé donc au Louvre, comme l'a dit Jean-Pierre, et ce, depuis un décret royal spécial daté du 12 novembre 1824. Où l'État acquiert le tableau pour la somme de 6005 francs. Alors, 1824, on est toujours Louis XVIII, puisque Charles X arrivera en 1830. C'est ça. Où l'État acquiert le tableau pour la somme de 6005 francs. Pourquoi 5 francs ? Est-ce qu'on le sait ? Parce que bonne question, 6005, voilà, 6005 francs. Une enchère et l'État a mis 5 francs de plus. Et on a vu tout à l'heure que lors de la tournée au Royaume-Uni, Géricault est reparti de Londres avec 20 000 francs. Vous voyez qu'en fait, l'État, s'il avait racheté son tableau, ça aurait été au maximum 6005 francs. Et d'autant plus que là, on est en 1824 et que le tableau est très, très connu. Sur le cadre du tableau figure un sous-titre que l'on peut voir si on s'approche vraiment du tableau. Et le sous-titre, c'est « L'humanité est le seul héros de cette poignante histoire ». L'humanité est le seul héros de cette poignante histoire. Donc voilà. Le sous-titre. Voilà, le sous-titre du tableau, en fait. Le sous-titre, pour dire, on imagine bien ce radeau en pleine mer avec quelques survivants dessus dans des conditions effroyables. Même le terme est encore un petit peu faible. Et donc, voilà, il fallait vraiment être humain pour pouvoir se sortir de là. Et il fallait même être humain, ne pas être humain pour envoyer tout sur ce radeau pendant que les officiers avaient des chaloupes. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, ce tableau, le radeau de la Méduse, il est tout de suite très populaire. Il faut même copier officiellement, par le peintre George Cook. C'est un Anglais ou pas ? C'est un Américain. Ah bon ? Pour être exposé dans différents musées des États-Unis, donc à Boston, Philadelphie, New York et Washington. Donc, il l'a copié de manière, on va dire, rapide. Donc, les dimensions, elles sont moindres que l'original. 1,3 mètres sur 1,96 mètres. C'est quand même beaucoup plus facile. Beaucoup plus petit que les... Beaucoup plus petit, voilà. 4 par 7. Voilà. Et c'est surtout plus pratique à transporter. Parce que si on veut faire une tournée et montrer la copie, et donc récupérer de l'argent, c'est beaucoup plus facile. L'engouement outre-Atlantique, il est colossal. L'affaire de la Méduse a même traversé l'océan. Et on va assister même à une, entre guillemets, Méduse mania, avec la création de pièces de théâtre, des performances scéniques et même un livre pour enfants. J'ose pas imaginer ce que devait être le livre pour enfants. Oui, je suis pas sûr que ça devait aider pour dormir. Dans les années 1860, le plomb qui est présent dans les peintures dégrade fortement le tableau et le Louvre, par mesure de sécurité, pour avoir au moins un radeau de secours, on va dire, il demande à 2 peintres une copie conforme, mais qui est maintenant exposée à Amiens. Voilà. D'accord.
Donc il y a 2 copies en fait. C'est ça. Du radeau de la Méduse. Du radeau de la Méduse. C'est en fait, on va dire des copies de secours. Si jamais le tableau devait se dégrader trop fortement, on avait quand même une copie conforme avec les mêmes dimensions sous la main. Le tableau, l'original, il a été transféré pendant la Seconde Guerre mondiale au château de Versailles, dans un premier temps, puis au château de Chambord, en fait, pour l'empêcher de tomber aux mains des Allemands. C'était pas le seul tableau, parce qu'en fait, il y avait une quantité astronomique d'œuvres du Louvre qui ont été rapatriées. Tous les tableaux du Louvre avaient été enlevés. C'est ça. En peu de temps. En très peu de temps. C'est d'ailleurs exceptionnel ce qu'ils aient pu faire en l'espace même de quelques jours, quoi. Il est aujourd'hui présent dans l'aile de Nons, au département, bien sûr, des Peintures, et il est situé à proximité des toiles de Eugène Delacroix. On a vérifié pendant la pause. Donc, il y a bien à côté La Liberté guidant le peuple et un autre tableau de Delacroix qui est très célèbre, qui est très beau et qui symbolise aussi le romantisme, c'est La mort de Sardanapale. Et entre ces 2 œuvres de Delacroix, il y a aussi 2 œuvres de Géricault qui représentent des scènes de bataille napoléoniennes. Ce sont des scènes de bataille qui ont aidé à faire connaître Géricault. Voilà. Et bien donc ce tableau est donc au Louvre, et quand on monte à Paris, si vous faites le musée du Louvre, si vous allez voir le musée du Louvre, arrêtez-vous devant donc ce tableau, le radeau de la Méduse. Je vais dire La Liberté qui dans le peuple, on les confond tout le temps, et maintenant vous le verrez avec un autre œil, avec toute l'explication de Julien sur l'histoire de ce tableau. Et Jean-Pierre, puisque tu parles de La Liberté qui dans le peuple, je pense qu'au mois de juillet, on fera une émission sur la Révolution de juillet. Ah oui, tout à fait. Les 27, 28 et les 28, 29 et 30 juillet. Ouais. Et donc, c'est là qu'il y a la colonne de la Bastille. C'est ça, tout à fait. Oui, donc la monarchie de Juillet qui a enlevé les Bourbons pour mettre d'autres Bourbons, voilà. Les cousins, les Orléans, la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Alors, en quoi Géricault est-il le symbole du peintre romantique? On sait qu'en littérature, tu as parlé de Hugo, on peut bien sûr parler de Lamartine avec Ban, on peut parler de Mallarmé et de tant d'autres. Et pourquoi Géricault est le symbole du peintre romantique, ce courant qui a survolé le 19e siècle? Alors c'est une question qui est très vaste. Et avant de répondre ou tenter de répondre à cette question, on peut expliquer ce qu'est le mouvement romantique, qui est en fait un mouvement qui est très présent en Europe tout au long du 19e siècle. En fait, le mouvement romantique, il est né en Allemagne, dès la fin du 18e, en fait, en opposition au style classique. En fait, le style classique, c'est ce qu'on appelle rigide. Beaucoup plus rigide. C'est du classicisme, en fait, et les références du style classique, c'était l'Antiquité. Donc l'Antiquité et le monde romain. Le monde romain, voilà, l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine. Donc, on a en tête des images, des peintures très figées, très droites, voilà, avec des lignes, pas forcément beaucoup de courbes, et des scènes représentant l'Antiquité. Après l'Allemagne, le mouvement romantique, il passe par l'Angleterre, mais par contre, le mouvement romantique, il connaît son plein essor en France à partir des années 1820. En fait, le radeau de la Méduse, il peut être considéré comme la première œuvre picturale romantique française. En peinture, le romantisme, en fait, il a plusieurs caractéristiques. Alors, il se caractérise par l'anxiété, un certain désordre, qui est loin des canons rigides du classicisme. D'accord. D'ailleurs, le classicisme, pour expliquer comment était effectuée une toile classique, on parlait de canon. Il fallait que les courbes soient droites, etc., etc. Et en fait, c'est rentré maintenant dans le langage courant. Quand on parle de canon de beauté, et ça vient de là. Ok. On en apprend tout le temps avec toi. Le peintre romantique, en fait, c'est un nostalgique. Et nostalgique de quoi? Il est nostalgique d'un temps passé où la société aurait été plus heureuse. En fait, c'est un peu une préfiguration du « c'était mieux avant ». Vous imaginez aisément que la France de la Restauration, elle était nostalgique. Nostalgique de sa grandeur passée, bien sûr. On est juste après l'épopée napoléonienne. Et nostalgique de l'époque révolutionnaire. Parce qu'on était sous les rois et forcément, on se remémore. En gros, on était plus libre avant. D'autant plus que Louis XVIII et Charles X ne sont pas connus pour être les rois les plus progressistes. C'était quand même des rois très affirmés. Voilà. Qu'il y a quand même la charte. Il y a la charte constitutionnelle qui apporte quand même un petit progrès. Il y a la charte, mais si on veut... Ce que leur grand frère n'a pas su faire. Mais si on veut avoir des rois plus progressistes, plus libéraux, il faut vraiment attendre Louis-Philippe. Voilà, avec Charles X et Louis XVIII, on n'est vraiment pas dans cette mesure-là. Toujours dans la monarchie absolue
d'avant la Révolution. C'est ça. Au niveau des couleurs de la peinture romantique, on voit des ombres et des couleurs. Les couleurs, elles sont plutôt foncées et elles sont parfois omniprésentes afin de mettre en valeur des couleurs claires. En fait, on a parfois des tableaux très sombres et une clarté pour justement qu'il y ait un contraste plus important. Et une place importante, elle est donnée au mouvement. On a vu que la peinture classique, c'est quelque chose de très figé, et là, on donne du mouvement. Les thèmes du romantisme, ils sont souvent tirés de la mythologie nordique ou des contes. Ils retracent des événements réels ou imaginaires, souvent sombres, voire dramatiques, et les paysages représentent souvent de la mélancolie ou des scènes de désolation par des éléments déchaînés. C'est pas bien qu'est le romantisme. Hein. Non, c'est comme un peu Lamartine et le lac. Voilà, hein. c'est ça. C'est jamais bien gai. Hein. Pour remonter le moral, faut éviter de lire un auteur romantique généralement. Les personnages, en fait, les romantiques, ce sont des personnes qui sont mélancoliques. Et les personnes qu'ils représentent, elles sont souvent en pleurs ou dans un état de sommeil. C'est pas très glorieux, on les voit rarement avec la joie de vivre, quoi. Et puis, et je pense que c'est certainement le plus important, l'artiste romantique, ça doit être un être qui est tourmenté. Il faut que le romantique soit tourmenté. On l'a vu, la passion pour les chevaux a incontestablement égayé la vie de Géricault. Et en plus, il bénéficiait, par sa famille, d'une aisance financière certaine. Mais il avait quand même du vague à l'âme, un certain spleen, comme dirait Baudelaire. Tout à fait, le spleen de Baudelaire, c'est un peu ça. Voilà, mais c'est ça. Mais au niveau de sa vie personnelle, il a connu des déceptions sentimentales. En fait, il est tombé éperdument amoureux de sa tante. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones verront aussi un parallèle. Et il a représenté des scènes beaucoup plus macabres, dont le radeau de la Méduse reste le plus bel exemple. C'est vrai que le radeau de la Méduse, il aurait très bien pu peindre quand les survivants étaient sauvés. Il peint quand les survivants voient un bateau au loin. Et c'est vrai que le bateau est tellement loin qu'on se demande est-ce que le bateau va vraiment venir. Alors, on connaît l'histoire, on sait que le bateau va venir. Mais c'est vrai que quand on voit le tableau et qu'on voit les personnes désespérées en train d'agiter des foulards ou appeler à l'aide, on se pose encore la question, c'est est-ce que le bateau va être là ? Voilà, il y a un certain désespoir dans le tableau. Tout au long de sa courte vie, on peut dire que Géricault, il a cherché la mort, en fait. Par ses promenades à cheval fougueuses, et souvent improvisées sur des coups de tête. Parfois, on le voyait partir à cheval, comme ça, on se demandait pourquoi, mais bon, certainement par passion, ou peut-être qu'il voulait oublier un peu sa vie personnelle un peu douloureuse. Géricault est mort à seulement 32 ans, et il laisse, comme on l'a vu, une œuvre considérable et unanimement saluée. Il était tourmenté quand même. Mais complètement tourmenté. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un romantique, il faut qu'il soit tourmenté. Mais c'est pour ça aussi qu'il a su créer une telle œuvre. C'est ça, tout à fait. Et on peut parler d'ailleurs des autres auteurs romantiques. S'ils n'avaient pas cet état d'esprit, ils n'auraient pas écrit ou peint de tels chefs-d'œuvre. Bien sûr. Je pense que ça va être la conclusion de cette émission. Et donc, rendez-vous le 1er octobre, Jean-Pierre. Oui, nous serons là. De 13h à 14h 13h, 14h, pour évoquer la vie de l'empereur romain Marc Aurèle, à l'occasion des 1900 ans de sa naissance. Et on va voir que empereur romain, à l'époque, c'était pas une sinécure, mais il a vécu une vie passionnante. Et comment on peut être à la fois un empereur conquérant et être un empereur philosophe. On va voir ça. Aurèle. Et je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup Julien pour cette nouvelle émission pleine de talents, pleine de données historiques. Et maintenant, quand on ira au Louvre et qu'on admirera le radeau de la Méduse, on aura toujours en nous tes explications et on le comprendra mieux. En tout cas, merci. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi. Et restez bien donc sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Je vous rappelle que ce soir, c'est la rentrée de notre ami Lolo, Music by Lolo, de 19h à 20h30. Donc, un petit apéritif musical aux tendances rock et new wave du vendredi soir, vous l'aimez. Vendredi prochain, vous aurez une nouvelle émission, La Note Bleue, de 19h à 20h. Christian, un passionné de jazz, va nous offrir une nouvelle émission qui sera dédiée au jazz. Donc,
une semaine le rock, une semaine le jazz. C'est ça la diversité sur Radio Grand Lac. C'est ça la culture et c'est ce qu'on veut faire dans ce grand bain de la vie locale. La semaine prochaine, vous aurez les émissions qui vont repartir de plus belle. Les bénévoles terminent leurs vacances. Et puis, n'oubliez pas, dimanche, le grand rendez-vous à La Biole en or. 2 jours, et donc la grande fête dimanche pour lutter contre les cancers pédiatriques, pour soutenir nos enfants, tous ces pauvres petits-enfants qui sont malades, qui sont atteints de maladies souvent très graves. Bon après-midi à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac. Ne partez pas, c'est pas la peine. C'est sur Radio Grand Lac que ça se passe et nulle part ailleurs. Bon après-midi.